Lorsqu'on a identifié un produit qu'on veut commercialiser dans un marché précis, on fait très vite face à la question de savoir est-ce que ce n'est peut-être pas mieux d'acheter un produit qui existe déjà sous une marque et d'en revendre, ou vaut-il vraiment la peine de créer une marque pour ce produit-là? Eh bien, dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi les avantages, mais aussi les inconvénients de ce que c'est que la création d'une marque, ou alors de la vente de la marque d'une autre personne. Plus de détails après l'intro. Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Sur cette chaîne, je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat avec des exemples concrets et pratiques, comme dans le domaine de la fabrication du vin en Allemagne, dans lequel je suis actif. Tout ceci pour te permettre de sortir aussi de ta zone de confort et de te garantir une indépendance financière. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à liker et à partager mes vidéos, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Et bien dans cette vidéo, je vais partager avec toi les avantages et les inconvénients de la création d'une marque ou alors de la vente du produit de quelqu'un ou alors de vendre un produit sous une marque déjà existante. Eh bien, déjà, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'une marque. Eh bien, une marque, c'est un slogan, c'est un logo. On l'entend, on sous-entend très souvent derrière le mot marque un logo, mais ça va plus que cela. On va le voir dans la suite de cette vidéo. Il faut savoir qu'une marque, c'est un label, comme je le disais tantôt, un label identifiable et unique qui permet à toute personne qui entre visuellement en contact avec cette marque, avec cet identifiant, avec ce label-là, puisse automatiquement savoir de qui ou de quoi est-ce qu'il s'agit, puisse automatiquement développer un certain attachement de manière émotionnelle avec ce produit, de par en fait l'historique, n'est-ce pas, de ses contacts avec cette marque-là. Eh bien, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont parfois, lorsqu'on a un produit qu'on veut vendre d'une certaine qualité, euh, essayer de développer une certaine marque. Parce que la marque, premièrement, permet d'asseoir en fait un certain monopole identitaire. Maintenant, la marque te permet aussi d'être de manière indirecte en contact avec tes clients ou des potentiels clients au travers de ce qu'on appelle par exemple le sponsoring. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des événements, quelque part des grandes foires, on peut bien évidemment, en sponsorisant ces événements-là, avoir un logo qui est affiché quelque part. Cela permet en sorte que des personnes, même qui ne sont pas dans la situation ou bien voilà, dans la situation de vouloir acheter un produit, soient toujours en contact avec ce produit-là. Parce que généralement, lorsqu'on a, c'est psychologiquement prouvé, lorsque on entre régulièrement en contact avec une marque, si on se retrouve plus tard dans une situation dans laquelle on veut avoir un produit, eh bien, le fait d'avoir régulièrement vu cette marque affichée quelque part fait en sorte qu'on finit par acheter, bien évidemment, le produit de cette marque particulière. Donc, c'est quelque chose qui fait un avantage, en fait, qui est l'avantage de la création en fait, d'une marque. Parce que lorsqu'on produit ou bien qu'on vend le produit de quelqu'un, on ne peut pas s'afficher, n'est-ce pas, comme cette marque-là. On peut certes être un partenaire de cette marque sur le plan de la distribution, mais en ce qui concerne parfois les sponsoring, à chaque fois qu'il faut sponsoriser un événement, il faut bien évidemment avoir l'aval de la marque, de la maison mère, qui va chercher à savoir ce que l'événement représente dans lequel on veut bien représenter la marque. Ce n'est pas toujours facile parce que la marque aussi a bien évidemment une identité qu'elle veut protéger. Mais la marque aussi te permet de faire ce qu'on appelle du cross-selling. C'est-à-dire que si tu as décidé de créer par exemple une marque qui fait, je ne sais pas, peut-être qui distribue l'eau minérale ou alors qui fabrique l'eau minérale et vend. Euh, Tu peux, après avoir développé, n'est-ce pas, un marché sous cette marque-là pour l'eau minérale, décider de faire d'autres produits. Tu peux, par exemple, décider de fabriquer des gobelets qui seront, n'est-ce pas, vendus sous cette marque-là. Tu peux vendre, bien évidemment, des petits accessoires frigorifiques qui permettent de rapidement glacer de l'eau, ou alors des distributeurs automatiques d'eau qu'on vend, par exemple, dans des entreprises, et qui rapidement va rapidement s'écouler parce que ta marque a déjà quand même fait une certaine sensation, a déjà fait des preuves. Ce qui est très difficile lorsque on est, voilà, lorsqu'on est distributeur par exemple pour une marque. Parce que la marque mère voudra toujours avoir
l'œil en fait sur ce qui est vendu et sur la manière dont le produit est distribué. Donc, c'est pas parce que tu produis par exemple des, des produits par exemple Sony que tu vas, quelle que soit la région où tu te trouves, en tant que distributeur agréé par exemple de Sony, commencer à fabriquer d'autres types de produits sous la marque Sony. Ce n'est pas possible. Et la marque, lorsqu'on crée sa propre marque et qu'on a développé en fait une certaine clientèle, on est proche en fait de la clientèle en tant que vendeur. Et on a la possibilité de rapidement adapter en fait son produit aux besoins du client. Donc on va écouter ce que les clients ont comme réclamation, ont comme voilà proposition d'amélioration et essayer d'améliorer. Lorsqu'on est revendeur de plusieurs marques, c'est un peu difficile parce qu'il faudra ramener en fait ces réclamations-là auprès de la maison mère qui va aussi se rassurer parce que les maisons mères, généralement, lorsqu'on vend la marque de quelqu'un, on est rarement le seul distributeur. Il y a plusieurs distributeurs qui travaillent avec ces marques. Donc la marque ne va jamais écouter les réclamations qui viennent d'un seul distributeur. Donc il faudrait que les réclamations viennent de plusieurs distributeurs avant que la marque essaye en fait de voir comment ajuster en fait le produit pour mieux satisfaire en fait les besoins du consommateur. Donc ça peut prendre un nombre de temps fou. Mais la marque aussi propose, c'est ça qui fait en fait l'avantage de la marque, c'est que lorsqu'on a réussi au travers de la marque à créer une certaine sensation, à créer en fait une certaine différence par rapport à d'autres produits, ou alors un slogan, un message en fait qui est derrière en fait cette marque, et qu'on a des personnes qui s'attachent, n'est-ce pas, à cette marque-là, à ce slogan-là, rapidement, on a des produits qui s'écoulent. Je prends l'exemple. Si quelqu'un décide, par exemple, de créer une marque d'eau minérale et qui, à tout moment, du moins derrière sa marque, veut que chaque consommateur ait accès à de l'eau fraîche, pas seulement de l'eau potable, mais de l'eau fraîche. Donc, il va se rassurer à ce que même s'il a des distributeurs, il veut que toute personne qui vend son produit en fait, du moins de manière frigorifique, c'est-à-dire que l'eau ne peut qu'être vendue, que ce soit une bouteille, que ce soit des palettes. Des palettes sont stockées dans des endroits frigorifiques pour que lorsque le client vient acheter, il puisse automatiquement avoir accès à l'eau fraîche. Donc ça fait que on commence déjà à avoir une certaine on développe en fait un certain attachement. C'est-à-dire que partout où je vais, et je sais que je veux cette bouteille, je veux une bouteille d'eau minérale, je pense automatiquement à cette marque parce que partout où je l'achète, c'est de l'eau fraîche. Donc je vais tout faire pour soutenir cette marque-là, pour qu'elle continue à être là, pour qu'à tout moment où on se trouve, on ait de l'eau fraîche. Parce que généralement, on achète de l'eau quand on veut boire, ou alors même si on achète des palettes d'eau, c'est pour aller stocker quelque part, mais généralement, dès qu'on arrive à la maison avec une palette d'eau, on veut déjà retirer une bouteille pour en boire. Donc si l'eau, même s'il est vendu en palette, est toujours fraîche, c'est un avantage. Mais maintenant, on peut, une fois qu'on a créé en fait ce slogan-là, l'eau fraîche, on peut passer par exemple maintenant dans le secteur des fruits, créer sur la même marque en fait des fruits qui sont frais parce qu'on est toujours reconnu, on est connu dès le départ comme une marque qui fait des choses qui sont frais, qui sont prêts à être mangés, propres, potables et frais. Voilà l'avantage en fait d'une marque. C'est différent de quelqu'un qui veut vendre de l'eau, mais qui décide en fait d'acheter par exemple l'eau de marque A, de marque B, de marque C et avoir dans un comptoir. Les clients vont acheter la marque parce qu'on trouve par exemple une marque moins chère ou plus chère que l'autre, le packaging est plus ou moins intéressant que l'autre, mais il n'y a aucun message. Il n'y a voilà, aucune différence en fait que cette marque a qui la permet de se lever ou bien d'être au-dessus des autres. Donc lorsqu'on a une marque, on a bien évidemment un message, on a un slogan, on a quelque chose qui nous rend unique, ce qu'on peut appeler en fait le unique selling proposition. Mais avoir sa marque aussi a bien évidemment des inconvénients. Créer une marque demande premièrement d'investir aussi beaucoup d'argent pour la protéger. Donc il faut enregistrer la marque. Si peut-être vous êtes en Afrique, il faut que la marque soit protégée peut-être sur tout l'étendue du territoire africain pour éviter en fait que la marque ne soit copiée. Si vous êtes en Europe, il faut investir pour que la marque soit vendue sur tout le territoire européen sans que la marque ne soit copiée parce que bon, au départ peut-être on n'est peut-être pas très sûr si la marque va marcher, mais très souvent lorsqu'on se rend compte que la marque est en train de vouloir marcher, il se fait souvent très très tard. Donc il y a déjà quelqu'un qui a copié une marque qui est très semblable à la nôtre. Donc il faut investir quand même un capital assez conséquent dès le départ pour pouvoir, n'est-ce pas, protéger sa marque.
Mais après, il faut aussi faire un travail fou quand même pour développer une marque, pour développer en fait un concept, un écosystème qui va permettre à tout client d'avoir accès à, n'est-ce pas, cette différence-là. Prenons l'exemple de celui qui vend par exemple de l'eau fraîche. Partout où tu vas acheter de l'eau, il faut que son eau soit glacée. Donc il faut travailler, voir comment développer une stratégie qui fait en sorte que tous les clients, tous les distributeurs en fait doivent avoir, n'est-ce pas, de l'eau, des réfrigérateurs, et il faut avoir des systèmes, des contrôles réguliers qui font en sorte que on a des personnes qui vont chez les distributeurs pour se rassurer que tous nos produits sont stockés dans, n'est-ce pas, sont conditionnés à froid pour que le client puisse toujours avoir accès à l'eau fraîche. Donc, le temps de développer cela, on peut même penser à développer peut-être un packaging, peut-être une bouteille qui permet à l'eau déjà fraîche contenue, n'est-ce pas, dans cette bouteille-là, de ne pas rapidement prendre de la chaleur extérieure et se glacer rapidement. Donc, il faut développer le produit pendant un bon bout de temps, développer la marque, communiquer la marque, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. On a créé une marque, mais il faut savoir la communiquer. Il faut que ce message-là arrive à l'oreille de tout le monde. Et tout ceci demande un capital élevé. Et c'est bien évidemment ça qui fait en fait le problème de la création d'une marque. Mais on peut donc décider, quand on voit tous ces problèmes, d'aller tout simplement acheter le produit d'une marque qui existe déjà et voir comment se positionner en tant que gros acheteur pour en revendre. Eh bien, ça a ses avantages. L'accès est rapide à la matière, c'est-à-dire au produit. On se lève aujourd'hui, on contacte quelques fournisseurs, quelques propriétaires de marques, si je peux dire comme ça. On essaie de voir comment travailler avec eux, créer un partenariat et de revendre ces produits-là à un prix quand même assez concurrentiel. Et donc, du coup, il n'y a pas trop de coûts dès le départ en ce qui concerne le développement d'une marque, en ce qui concerne la protection d'une marque. Euh, on n'a pas besoin en fait d'enregistrer donc justement la marque comme je le disais. Et puis tout ceci fait que on peut se lever. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir juste un capital pour pouvoir acheter le max possible de produits en peu de temps pour pouvoir bénéficier en fait des conditions d'achat assez considérables, assez intéressantes pour pouvoir mieux se positionner sur le marché. Mais tout ceci a aussi des inconvénients. C'est très difficile en fait d'adapter un produit aux besoins d'un client lorsque le produit ne vient pas de soi-même, lorsqu'on ne crée pas le produit soi-même, lorsque entre nous et la fabrication, il y a un bon nombre, n'est-ce pas, d'étapes. Et puis, lorsqu'on n'est pas le seul distributeur, c'est très difficile en fait de pouvoir discuter avec la maison mère, essayer de voir comment adapter un produit. Donc, on peut avoir investi beaucoup d'argent au départ pour acheter un produit qu'on pensait être intéressant, vendable. Et après avoir vendu quelques pièces, on se rend compte qu'il y a beaucoup de réclamations qui viennent et que les ventes baissent. On a un stock assez conséquent qui reste, n'est-ce pas, dans l'entrepôt, mais qui n'est pas vendable parce que les gens ne sont pas contents du produit. C'est donc très difficile de retourner ce produit à la maison, mais essayer de voir comment l'adapter. Alors que lorsqu'on est franchement une marque qu'on a créée, on peut avoir ces avantages-là. On arrive facilement à adapter le produit. On ne peut pas faire aussi de cross-selling. Comme je disais tantôt, si je vends par exemple des produits, je vends des téléphones Sony, je crée par exemple je fais un partenariat avec Sony, je décide je fais, sans vouloir faire une publicité, je décide de distribuer les produits de Sony. C'est très difficile de pouvoir, du moins si je me retrouve en Afrique par exemple, euh, étant représentant de Sony par exemple, ou bien distributeur, parce que représentant c'est autre chose, mais distributeur de Sony, euh, c'est très difficile de commencer à fabriquer par exemple des baffles Sony ou bien de commencer à vendre même ne serait-ce que voilà des goudes, des gobelets en fait sous la marque Sony. C'est très difficile. Alors que lorsqu'on a créé une marque et qu'on a bien évidemment un slogan qu'on suit, on peut facilement, rapidement adapter son marché, faire beaucoup plus de chiffres d'affaires en étendant bien évidemment les canaux de produits qu'on peut apporter à nos clients. Et bien évidemment, quand on vend la marque de quelqu'un, c'est très difficile d'avoir un rapprochement toujours très attaché au client, d'être partout là où le client est, euh, parce qu'on est tout simplement représentant. Je parlais tantôt, quand on est promoteur d'une marque, on peut facilement faire des sponsoring, on peut sponsoriser des matchs de football, on peut sponsoriser des événements sur le plan social et ainsi de suite. Ce qui est très difficile lorsque on est représentant d'une marque.
voilà en fait les différents points que je voudrais partager ici. Quel est ton point de vue? Quelle est ta position? Serais-tu plus pour la création de sa propre marque ou bien sur la vente d'une marque qui existe déjà? Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Arnaud de Wine Investor.